Salut les néo-autonomistes. La transformation ainsi que la conservation des aliments constituent un chapitre de l'autonomie aux diverses connaissances et compétences. Nous sommes allés chez Tom Press avec mon acolyte Stéphane afin de poser une multitude de questions à Michael sur l'outillage adapté et recommandé pour réussir sans se tromper. Cette quincaillerie familiale créée en 1921 a su s'adapter aux différents marchés et demandes afin de devenir le numéro 1 de la vente en ligne pour les pros et particuliers dans son secteur. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Michael, Stéphane. Bonjour. Bonjour Brian. On est ici chez Tom Press. Tout à fait. Michael, on va te demander de nous présenter un petit peu plus ce qu'on fait ici et qui tu es. Je suis venu avec un confrère, un acolyte, Stéphane, parce que Stéphane est plutôt avancé à niveau transformation et conservation des aliments. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Est-ce que, Michael, tu peux te présenter et nous présenter ce qu'on fait ici, s'il te plaît? Oui. Donc la société Tom Press, c'est une entreprise familiale. Je suis la 4e génération, issue d'une quincaillerie au départ. Donc on est implanté dans le Tarn et on vend depuis maintenant une 30aine d'années à distance tout le matériel pour la conservation et la transformation alimentaire. Donc principalement par Internet. On fait aussi encore des magazines, du papier, et toujours pour les gens qui aiment lire. Et on transmet, bien sûr, on fait découvrir les différentes transformations par des recettes, des conseils, etc. Et surtout, on propose du matériel plutôt de qualité pour que soit transformé la viande, les fruits, les légumes, le poisson. Donc pour faire des charcuteries, du pain, des pâtes, du beurre, des confitures, des bocaux de conserve, bien sûr. La mise sous vide, etc. Voilà. Stéphane, tu connais Tom Press? Alors oui, effectivement, moi je connais Tom Press depuis au moins une dizaine d'années parce que j'y ai acheté un petit peu de matériel et je sais que dans cette entreprise, on trouve des références qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont généralement assez qualitatives. C'est du matériel qualitatif et qui généralement dure assez longtemps et qui ne pose pas de problème dans son fonctionnement. Michael, vous faites du pro et du particulier? Oui, on s'adresse principalement à du particulier, alors des fois des amateurs très éclairés, effectivement, comme notre ami, mais également des petits professionnels, souvent dans les métiers de bouche, boulanger, charcutier, etc. Des restaurateurs qui font eux-mêmes, donc des fois des petites auberges en période de la campagne, comme des étoilés qui vraiment cuisinent et fabriquent eux-mêmes leurs produits fumés, etc. Et enfin, beaucoup d'agriculteurs aussi qui travaillent en circuit court ou en vente directe à la ferme, sur des marchés, etc. Et donc on les sert aussi sur le matériel, on va dire, semi-professionnel, avec des capacités assez importantes, sans être des machines industrielles, tout inox, et des robots automatiques, etc. Voilà, on n'est pas là-dessus, mais vraiment sur le matériel qu'on peut utiliser avec une ou deux personnes, justement. Bon, je vais te poser la première question. Michael, ça vient d'un abonné ou une abonnée qui me disait « Profites-en, tu es chez eux, est-ce qu'ils peuvent nous parler d'un appareil outil multifonction précisément ?» Je vois qu'il y en a derrière, est-ce que tu peux nous faire un petit laïus Oui, alors ce qu'on a le plus, on peut aller voir là dans le rayon le plus multifonction. Allez. On va aller voir les moteurs. Alors là, on part du hachoir à viande. Alors on peut partir pareil de l'épépineuse électrique. Il y a un bloc moteur sur lequel on peut adapter, alors selon les marques et les modèles, au minimum en tout cas, le hachoir à viande, une épépineuse. Certains modèles ensuite plus professionnels aussi, des gros tranches légumes. Les pétrins aussi. Et voilà, et alors il y en a un qui fait pétrin chez Reber. Là, par contre, il faut partir du pétrin parce qu'il y a des sécurités supplémentaires pour le couvercle, etc. Donc, il faut partir du pétrin pour ensuite pouvoir y mettre la machine à pâte, râpé, parmesan, fromage très sec ou du pain sec, etc. Les pépineuses, bien sûr, le hachoir à viande et
ben, c'est déjà pas mal. Et il y avait la machine à pâte. Et l'avantage, c'est que tu vois, on achète un seul moteur dans ces systèmes-là, et ça permet donc, en ayant la sortie qui va bien par rapport à ce qu'on veut faire, on a un seul moteur, donc on peut mettre de l'argent dans quelque chose de qualité, et puis après utiliser, c'est quand même assez pratique, utiliser ce dont on a besoin en fonction de... Et même l'acheter de manière progressive. Tout à fait. Alors il faut bien dimensionner surtout sur la production principale. Donc on part du hacheur à viande, de l'épépinaise ou autre, d'avoir la bonne taille, la bonne dimension, pour avoir le bon moteur et la bonne puissance et la bonne sortie effectivement. Et ensuite on pourra y adapter. Voilà, au minimum les pépineuses, c'est quand même le combo le plus courant pour faire à la fois les sauces tomates, les coulis, les confitures et tout ce qui est préparation à base de viande hachée. Dis-moi, là il y a beaucoup de modèles. Est-ce que, déjà je vois de l'électronique, est-ce qu'on fabrique encore des choses en Europe niveau... Oui, sur les hachoirs. Alors, je dois avouer... Je vais être assez attaché à ça. Je dois avouer un modèle tout à fait asiatique, voilà. Bon, pour quelqu'un qui veut quand même quelque chose d'électrique avec un usage un peu particulier, mais pendant longtemps je refusais même d'en vendre parce que on en trouve ailleurs et j'ai aucune plus-value là-dessus, il n'y a pas de grand intérêt pour moi, sans parler des qualités qui peuvent parfois être moyennes. Donc après pour des petits usages, je comprends que ça puisse correspondre à certaines personnes, à leurs besoins, mais nous on n'était pas positionnés là-dessus. Donc après tout ce qu'on propose ici, que ce soit sur notre propre marque, sur la marque Reber ou Trespad, on est sur des produits qui sont faits en Europe à 100%. Sur lesquels j'ai des très bons contacts avec chacun des fabricants, des fournisseurs. Je connais leurs usines. On fait notre propre marque, on leur fait faire en fait. On travaille avec eux, mais parce qu'on sait ce qu'ils savent faire. Et puis après, avec les besoins qui nous remontent, nous, des clients, ce qu'on connaît du marché ou nos spécificités, on dit voilà, j'aimerais quelque chose, une petite différence à ce niveau-là, est-ce qu'on peut renforcer ceci ou cela? Et c'est comme ça qu'on arrive après sur nos modèles et notre propre marque. Mais déjà sur ceux qu'ils proposent eux directement, on est sur des produits 100% italiens. Trespad, par exemple, va chercher même ses fournisseurs très localement et le plus gros des fournisseurs est à moins de 200 km de l'usine. Ah oui, d'accord. Donc pour du produit comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. Mais voilà, c'est vraiment une volonté aussi qu'ils ont de garder un écosystème autour de chez eux, quoi. Et qu'est-ce qui fait la différence avec chacun? C'est la puissance du moteur? C'est quoi une bonne qualité dans un outil comme ça? Et pourquoi on dit que c'est de bonne qualité? Déjà, moi, si je peux donner un petit peu mon grain de sel par rapport à l'utilisateur, en règle générale, si on hésite entre deux puissances, il vaut mieux toujours choisir la puissance supérieure. Et puis, une puissance supérieure, ça permet d'avoir un moteur qui s'use moins, tu vois, et donc qui va durer plus longtemps. Et si tu dimensionnes correctement ton appareil avec cette fabrication européenne, l'avantage, c'est que tu as quand même quelque chose qui peut durer pour toute ta carrière, hein. C'est-à-dire chaque année tu le ressors, il va fonctionner, etc. Bon, sachant que moi j'ai jamais eu de problème par rapport au fonctionnement du moteur, hein. Il n'y a jamais eu aucun problème. Donc plutôt acheter, si on peut acheter, si on hésite entre deux puissances, acheter plutôt la puissance au-dessus qu'en dessous. C'est le même principe que pour les tronçonneuses, tu vois, toujours avoir un petit peu plus que pas assez. En fait, c'est votre commercial. Il est non, mais bon, après, il y a une question de budget aussi, parce que c'est pas non plus... Il y a une question de budget et aussi d'usage. On part sur les plus petits, c'est ce qu'on appelle numéro 5, hein, donc c'est déterminé par le diamètre de la sortie. Okay. Donc sur celui-ci, quelqu'un qui veut faire juste quelques steaks hachés de temps en temps dans sa cuisine, pour les enfants, et éventuellement 2-3 pâtés, ou quelqu'un qui a un peu de gibier des fois, mais juste quelques faisans pour faire des pâtés, ça suffit amplement. Il n'y a pas forcément besoin de passer sur des tailles beaucoup plus grandes, bien supérieures. Après, dès qu'on arrive sur des productions un peu plus importantes, même si c'est qu'une fois par an, si on fait par exemple un demi-cochon, un cochon, il faudra au moins un numéro 12, et dans l'idéal, le numéro 22, effectivement, sur lequel on a systématiquement une marche arrière, un diamètre beaucoup plus important, donc un débit de travail aussi intéressant. Et après jusqu'à du numéro 32 sur des modèles comme ça, donc, où on a des débits encore plus importants. On peut passer, pour des gens qui des fois veulent aussi nourrir leurs chiens, pour pouvoir passer des petits os, des carcasses de poulet, de canard, etc. Donc voilà, c'est vraiment selon aussi l'usage, le besoin qu'on va choisir et déterminer avec le client le modèle qui est nécessaire pour lui.
Et pour répondre après à ta question, ce qui fait la différence avec un bon et un mauvais hachoir, on le voit beaucoup sur les modèles manuels d'ailleurs, hein, où les fabrications maintenant qui sont très largement chinoises sont quand même très très différentes de ce qu'on pouvait trouver, de ce qu'on trouve encore en modèle européen. Il y a encore une marque. C'est-à-dire, c'est quoi la différence? Ne serait-ce que la vis. La manière dont est faite la vis, les spires et l'orientation de la vis au fur et à mesure de l'avancement. Ouais. Sur un modèle qui est bien travaillé par des gens qui connaissent bien, on va faire avancer plus vite la viande, on va moins forcer, alors que sur d'autres, on va mouliner beaucoup sans y arriver, ou au contraire, forcer parce que finalement, ça ne sort pas ou ça a du mal à sortir. Sur des morceaux, quand on arrive à des morceaux plus difficiles, comme de la gorge ou des morceaux très nerveux, ça devient difficile. Et comme quand on fait des saucisses ou des pâtés, souvent on mélange plusieurs morceaux. On n'a pas que du foie ou des morceaux tendres, et c'est pas forcément évident, quoi. Donc il y a quand même une vraie différence dans la conception de qualité, sans parler de la qualité intrinsèque des matériaux, d'avoir quelque chose de plus robuste, de mieux contrôlé, des fontes plus denses que d'autres, ou des moteurs qui soient effectivement assez durables, sur lesquels nous on répare encore des machines qui ont 20 ans. Ils reviennent ici, on rechange des fois des engrenages, des joints, on rechange l'huile, etc. C'est pas un souci, on peut le faire. Sur une machine chinoise, je ne suis pas certain même que ça dure 20 ans, quoi. Voilà. Je ne sais pas si tu l'as dit dans la présentation, parce que tu dis on répare depuis 20 ans. Ça fait depuis l'année dernière, ou il y a 2 ans, vous avez fêté vos 100 piges. Oui, depuis la quincaillerie, donc mon arrière-grand-père, ça fait 100 ans, c'était en 2021, 1921-2021, voilà. Et comment on passe de quincailler à Tom Press, justement? Alors ça, c'est la génération avant moi. Je l'ai vu de mes yeux un petit peu, mais c'était une quincaillerie de village repris par le jeune successeur, mais qui se retrouvait là à 20 ans, un peu coincé, avec d'un côté la montagne noire, des villes un peu plus grandes, des grandes surfaces de bricolage qui commençaient à arriver. Donc la quincaillerie, elle n'avait pas beaucoup d'avenir, et donc pour dépasser ces barrières physiques, il s'est lancé, il s'est dit qu'il allait essayer de vendre à distance. Donc ça a commencé avec un premier produit qu'on pourrait aller voir, hein, le Press Tomate. Tu l'as là, bah vas-y, on en le nom de Tom Press, oui, on peut aller voir ça. Mais ça, c'est le modèle original. Voilà. Ça, c'est le premier produit de Tom Press, qui a été pendant plus de 20 ans le best-seller même, largement. Maintenant, on passe de plus en plus sur l'électrique. Mais donc, c'est un presse-tomate qui permettait, pour les gens qui faisaient beaucoup de coulis, ils faisaient ça avec les moulins à légumes. Ça marche très bien encore, hein, j'en vends aussi, mais ça ne travaille pas en continu. Au bout d'un moment, la grille est bouchée, on démonte tout, on nettoie la grille, on la remet et on continue, on passe 1 kilo de tomates et puis on recommence. Là, en fait, on a les déchets qui sont extraits au bout et du coup, on récupère ici le jus et la pulpe, qu'on peut ensuite faire cuire pour faire ses conserves. Et donc voilà, c'était pour ceux qui transformaient, faisaient des conserves, c'était une petite révolution. Et donc voilà, c'est le premier produit qui a lancé la vente à distance, en parallèle de la quincaillerie. Et puis petit à petit, la quincaillerie s'est arrêtée, a fermé. Et la partie vente à distance s'est développée. Et puis est arrivé en plus un nouveau canal avec le e-commerce. Donc nous, on a eu le premier site internet en 1999. Et tu as vraiment... assez tôt, voilà, ça représentait, encore en 2002, quand je suis arrivé, ça représentait 2% à peu près du chiffre d'affaires. Et maintenant qu'on rigole, combien? Maintenant, c'est le canal de commande à 80%. Oui, en fait, vous avez accompagné toutes les évolutions. Le commerce physique au départ, quincaillerie, ultra local. Après la vente avec la vente avec le catalogue papier, vente à distance comme on faisait dans les années 80-90. Et puis après l'arrivée d'Internet. Et puis maintenant c'est multicanal en fait. Parce qu'il y a la boutique, il y a l'Internet, il y a encore le catalogue papier. Voilà, le catalogue papier et le catalogue général, on est jusqu'en 2019, hein, donc c'est encore assez récent hein, finalement. Et puis maintenant, on fait encore du papier, mais c'est plus sous une forme de magazine avec du contenu. Il n'y a pas tous les produits, mais un assortiment justement qui correspond aux recettes, aux tours de main qu'on met en avant et qui permet de faire découvrir, parce que souvent c'est un mix effectivement. Donc il y a des gens des fois même qui sont en vacances ou qui ont envie des fois de venir
venir, donc qui peuvent faire des fois 2-3 heures de route pour venir sur place, mais parce qu'ils ont eu le magazine, ils sont renseignés sur Internet, ils ont regardé différents produits, donc des fois ils arrivent en sachant très bien tout ce qui existe, les différents modèles, les différents produits, mais bon, ils viennent voir, emporter le produit ou poser quelques questions, se rassurer sur l'utilisation, l'usage ou le choix simplement qu'ils ont déjà préparé chez eux, quoi. Stéphane, je te laisse lancer le prochain sujet. Toi, je pense que c'est un peu plus la transformation des arbres fruitiers, enfin des fruits surtout. Oui. Est-ce que tu veux qu'on se lance Tu sur veux un qu'on thème parle de qui est la déshydratation, par exemple? Allez, on va voir la déshydratation. Ouais. Donc en déshydratation, on peut avoir. Est-ce qu'on peut déjà en avoir sans utiliser de l'électricité? Oui, c'est possible. Alors, j'en propose pas. On a étudié, on a fait des prototypes. Ça représente une machine très grosse, donc c'était à base d'inox principalement. Donc c'était très lourd, très gros, et donc ça représentait des budgets quand même colossaux. Donc après, c'est possible de s'en fabriquer maison, avec une entrée d'air qu'on arrive à chauffer, qui est quand même suffisamment grande, et puis un côté armoire avec layette, pour pouvoir poser ou suspendre les produits à déshydrater. Mais finalement, à commercialiser ou industrialiser, c'est quand même quelque chose de vraiment plus compliqué et plus onéreux. Et donc ce qu'on propose le plus, c'est des modèles électriques comme ceux-ci. Parce que moi, de mémoire, une des premières personnes que j'ai vu déshydrater, c'était Stéphane, au-dessus de ta cuisinière à bois. Oui, alors non, mais ça, si tu veux, c'est un système artisanal. C'est si tu as une source de chaleur, il suffit de suspendre, par exemple, au-dessus de la cuisinière à bois. Si tu as des kakis, par exemple, à sécher, bon, ça, c'est tout à fait possible. Sachant que le kaki, au-dessus d'une cuisinière à bois, il va mettre quand même peut-être une semaine à se déshydrater. Tu vois. Ouais. Bon, une semaine, 10 jours. C'est sûr que si tu as des choses qui sont plus fragiles, il faut aussi une circulation d'air. Même à la limite, c'est la circulation d'air, si tu veux, qui est le plus important. De l'air sec. On n'a pas forcément besoin d'une grosse chaleur parce qu'on risque la cuisson. Donc, avoir une circulation d'air, c'est pas mal. Et c'est vrai que si tu as même ne serait-ce qu'un ventilateur qui envoie l'air, qui est déjà à une température satisfaisante, si l'air est suffisamment sec, tu vas déjà avoir un certain résultat. Alors, je ne sais pas si vous avez des modèles où on peut piloter la résistance. Oui, c'est exactement là, sur ces produits-là. N'hésite pas à nous le détailler. Là, ce que tu rajoutes, c'est le moteur. Donc c'est le bloc moteur-ventilateur avec la résistance. Ça, c'est le ventilateur, en fait. Voilà, il y a une résistance à l'intérieur. Voilà. Et donc, là, maintenant, c'est tout électronique. Il y a des programmes, on peut choisir donc, les températures, les différents programmes spéciaux pour rester justement cru en dessous d'une certaine température ou monter un peu plus. Pour des produits très fragiles ou aussi très légers, comme le safran, des pétales de fleurs pour des pots pourris, donc avec peu de ventilation, une ventilation ralentie. Et à l'inverse, c'est quelque chose qu'on peut utiliser si on a un air sec, notamment en été souvent, on peut utiliser avec le ventilateur seul pour bien faire circuler l'air, mais sans forcément utiliser la résistance, et donc avec une consommation électrique assez réduite, quoi. Mais après, c'est vrai que dès qu'il y a un peu d'humidité selon le temps et les volumes qui a séché, le faire juste dans l'air ambiant ou au soleil, c'est pas forcément donné à tous les climats et pour tous les produits, quoi. Donc des pommes en Bretagne ou en Normandie à déshydrater en automne. S'il y a un peu d'humidité dans l'air, il faudra quand même passer par un système pour au moins déshumidifier et ventiler, quoi. Même si tu fais des figues, par exemple, les figues, elles arrivent fin septembre. Dans mon climat, c'est fin septembre, la grosse production. 15 septembre, 15 octobre, c'est un moment où il n'y a plus assez de soleil. Si on a, par exemple, 5 kilos qui arrivent à maturité tous les jours, sans appareil, sans l'aide de l'électricité, on ne peut pas, c'est impossible. Il n'y a aucun moyen physique de sécher des quantités aussi importantes. Donc, et d'ailleurs, un critère important quand on choisit une machine pour déshydrater comme ça, c'est la quantité qu'on est susceptible de mettre dedans. Parce que si on a un grand verger avec des grosses productions, on peut se retrouver rapidement débordé par rapport aux quantités. 5 kilos par jour, faut déjà avoir quelque chose d'une certaine importance. Oui, 5 kilos, ça représente beaucoup. Surtout qu'il ne faut pas être trop gourmand. Des fois, on peut se dire, je vais faire peut-être des rondelles ou des tranches plus épaisses, les coller un peu plus, mais finalement, on va passer plus de temps à déshydrater. Donc des fois, il vaut mieux au contraire avoir quelque chose de fin et pas trop serré pour être sûr de bien déshydrater assez rapidement et arriver à un bon résultat, un résultat satisfaisant qu'on va pouvoir avoir bien déshydraté et qu'on va pouvoir conserver en le mettant dans des bocaux fermés ou sous vide pour qu'il n'y ait pas d'humidité et de l'air
ambiants qui reviennent sur le produit et pouvoir les garder comme ça assez longtemps et le faire malgré tout assez rapidement sans y passer effectivement 3 jours parce que si tous les jours il y a 5 kilos qui arrivent, on peut pas tout passer comme ça. Bon, et après il y a plein d'autres modèles de conservation malgré tout, que ce soit les confitures, les jus, etc., les conserves. Mais le séchage, je trouve que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui évite d'avoir à rajouter du sucre, par exemple. La déshydratation, on a des fruits qui sont déjà sucrés, on n'est pas obligé de rajouter du sucre pour faire des confitures, sachant qu'on peut aussi faire les deux. Mais là encore, si on a une grosse production, on peut faire un peu de confiture, on va faire peut-être un peu de congélation et puis déshydrater une partie, c'est important. Il y a une chose qui est importante aussi par rapport à la déshydratation, c'est la forme générale de l'appareil. Moi, j'ai pu constater qu'on déshydratait de manière plus efficace quand on avait un flux d'air qui est horizontal que vertical. Parce que si j'ai un flux d'air vertical, je vais toujours avoir des plateaux qui seront moins séchés que d'autres. Donc très sec à proximité de la ventilation. Et l'air se charge d'humidité, il est moins chaud. Et donc, à la limite, les plateaux du bas sont beaucoup moins séchés. On est tout le temps en train de les inverser. Toutes les 3-4 heures, il faut les tourner pour avoir quelque chose d'uniforme. Alors, avec ce genre d'appareil, effectivement, un flux d'air horizontal, c'est quelque chose qui est plus uniforme à l'intérieur. Michael, il faut que tu le recrutes. Oui, peut-être. C'est vrai que si j'ai besoin d'un vendeur à la boutique, je sais où m'adresser. Mais effectivement, le flux d'air horizontal vient vraiment pousser justement l'humidité qui se dégage du produit, alors que si on souffle vertical, souvent on souffle sur le produit et donc on évacue moins bien cet air humide ou on le transmet sur le plateau à côté. Alors malgré tout, là, ça peut être nécessaire, donc on peut simplement de toute façon intervertir le bloc moteur, le mettre à l'arrière et pour avoir vraiment un séchage bien homogène et un flux d'air qui soit équilibré à l'avant comme à l'arrière. Tu sèches combien à l'heure? T'as des notions là-dessus ou on sait pas? Alors ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent. On essaye, on donne des grands ordres d'idées sur les notices ou sur les livres, mais finalement, ne serait-ce que selon la maturité du produit, le taux d'humidité qui contient, donc ne serait-ce que d'une variété de pomme à l'autre, c'est déjà différent. Donc si on a un fruit bien mûr, plus ou moins chargé en eau, l'épaisseur des tranches, ça c'est capital. Sur de la pomme, voilà, il faut imaginer que en fait, quand on déshydrate, on va chercher l'humidité cellule par cellule. Donc si j'ai 2 cm d'épaisseur, c'est beaucoup plus long d'aller à haut au cœur. Alors que si j'ai quelque chose de 5 mm, c'est beaucoup plus facile et plus rapide. Donc ça c'est quand même très important. Et le fait, comme je disais, de ne pas vouloir trop les serrer non plus, pour justement laisser bien l'air circuler autour et déshydrater du coup plus vite, parce qu'on a une plus grande surface en contact avec l'air. C'est vrai que c'est beaucoup une question de quantité. Quantité rapportée à la puissance. Un appareil qui peut prendre 5 kg, si on force, on en met trop. En fait, on va juste doubler. Si on double la quantité, on va doubler le temps, en fait. Voilà, voire le tripler même. Ouais. Sur les épaisseurs, le double d'épaisseur, c'est le triple de temps quasiment, 2,5 fois facilement. Donc voilà, ça, il ne faut pas vouloir faire trop. Alors, on n'est pas obligé de faire non plus des chips ultra fines, mais c'est quand même important de faire quelque chose et d'homogène et régulier aussi pour avoir un résultat équivalent un peu partout, quoi. Je vois que tu as plusieurs modèles. Là, tu nous as montré un plus simple. Là, c'est un petit modèle inox. Donc, on a un modèle double. Et puis, on peut les rallonger avec un tunnel, un double aussi. Donc, on peut avoir 4 rangées de plateaux avec un seul ventilateur. Tu peux agrandir. Donc, ça peut être en plastique ou en inox. Okay. Voilà. Et puis ensuite, on a un modèle un peu plus simple, un peu plus courant. Je vois qu'il y en a un énorme là-haut. C'est quoi? C'est plus professionnel? Enfin, énorme, non Non, celui-là n'est pas si grand. C'est celui-ci, là, qui est vraiment, le grand modèle. Et donc, on peut doubler encore. Oh, ok, j'avais pas vu tout ça. Et l'autre modèle, non, c'est un modèle d'import, mais qui a l'avantage malgré tout d'être avec une fabrication propre et tout inox. Donc, c'est vrai qu'on a autant le plateau que le bâti qui est en inox, comme sur celui-ci. Donc, pour certaines personnes, c'est important. Il y en a qui cuisinent aussi directement dedans, parce qu'on peut faire aussi, on n'en a pas parlé, mais on peut transformer, faire des cuirs de fruits, par exemple, des barres de céréales, pour les goûter des gosses ou les petits déjeuners, etc. Et donc ça, c'est vrai que... Comme on le mentionnait tout à l'heure, ça permet de faire des choses sans forcément ajouter de sucre, vraiment à base de fruits. Ça concentre les saveurs, donc du coup c'est bon. Hein. Donc ça passe très bien avec les enfants, même ceux qui sont habitués aux sucettes, aux bonbons Haribo. Finalement, ils s'y retrouvent bien. C'est pas. Ça se charge en sucre. Bon. Ah non, c'est pas bête. Ouais. C'est une bonne. Puis c'est quand même une bonne méthode de conservation, de sécher comme ça. Stéphane, toi je t'ai vu pratiquer, mais tu as une machine pour sécher Moi j'ai une machine comme ça, c'est pas tout à fait ce modèle-là.
Si tu veux, dans les critères de choix que j'ai eus, parce que j'avais testé un modèle un peu comme ça ne m'avait pas donné satisfaction. Et c'est ce type de machine avec des grilles en inox, tu vois, parce que j'ai un peu de réticence lorsque je chauffe, tu vois, à chauffer les aliments qui sont directement en contact avec du plastique. Bon, ça chauffe pas trop fort non plus, hein, c'est 40-50 degrés, mais bon, il y a des modèles inox, donc nous, on a choisi un modèle avec des plateaux inox, tu vois. Bon, après, c'est sûr que c'est un peu plus haut de gamme. C'est une question de budget, parce que l'inox, et puis combien tu vas en faire pareil, si c'est pour te faire 2-3 sucreries à base de pommes. Voilà. Et puis si on le fait sur un papier sulfurisé, parce qu'on fait des cures de fruits, donc c'est une sorte de purée finalement qu'on va étaler sur un papier sulfurisé, on n'aime pas en contact avec le plastique. Oui, c'est sûr. Ouais, mais oui, alors après, il peut y avoir des dégagements. Oui. Papier sulfurisé aussi, on m'a repris dessus D'accord, quand je l'avais utilisé. Ah non, mais il y a des puristes. Mais je pense que toi, tu dois le voir dans les demandes. Il en faut pour tout le monde, quoi. Oui. Bon, mais c'est sûr que, mais bon, même dans des matériaux très naturels, on peut se retrouver malgré tout parfois avec des poisons. Hein, même des choses avec des clayettes en bois, il faut avoir quand même le bon bois bien sec, etc. Donc non traité bien sûr. C'est vrai que voilà, le silicone, il y a certains qui vont vous dire aussi, malgré tout, ça part de la silice, c'est quasiment un matériau naturel et puis qui résiste à très haute température, qui n'a pas de dégagement nocif. Et puis dans d'autres, ils vont dire, ouais, c'est quand même un dérivé de plastique et donc ils ne sont pas à l'aise avec. Hein. Donc vraiment, après, ça dépend aussi des sensibilités de chacun et presque de ses convictions parfois. Donc là-dessus, j'ai pas personnellement de débat. Après, il y a des matériaux qu'on sait plus sains, notamment en cuisson, on pourra voir sur l'inox, la céramique, etc. Mais, Stéphane, je te oui, suis on aussi. va aller voir les grosses gamelles. Je vous vois bavard, messieurs, et on a fait 2 stands. Cette vidéo va durer 4 heures. Non, mais c'est excellent, beaucoup de savoir, c'est bien d'avoir ces retours. Et moi, j'aime bien aussi le partage d'expérience de Stéphane, parce que si je t'avais demandé directement, on aurait pu me dire oui, mais il va parler de son produit. Il y a Stéphane qui peut... il est parti. J'ai un parti pris de toute façon, hein. J'ai sélectionné les produits, c'est sûr. Hein. Je les ai choisis pour une raison en général, donc j'ai forcément un parti pris. Mais, attends, je vais juste m'arrêter. Stéphane, je m'arrête juste avant parce qu'on m'a posé une question, encore une fois les abonnés. Je voudrais qu'on parle un chouïa qu'on parle de la lactofermentation. Ouais. Pourquoi ça a autant le vent en poupe? Ça permet quoi? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît, Mickaël? C'est vrai que la lactofermentation, c'est quand même quelque chose de magique. C'est la seule, à ma connaissance, la seule méthode de conservation qui crée des vitamines. Quand même. Qui crée des vitamines? Oui, parce que la lactofermentation, en fait, produit des vitamines et tout un tas d'éléments nutritifs, alors qu'en général, plus on conserve, on garde, on chauffe, ou plus tard on accueille, et plus on perd d'éléments nutritifs ou de vitamines, hein, surtout certaines les plus fragiles. Il y en a quand même qu'on garde, heureusement. Mais la lactofermentation, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui n'est pas neuf du tout. Les marins hollandais utilisaient ça déjà au XVIIe siècle pour partir en expédition. Hein. On a tous entendu parler du scorbut, il fallait du citron. Bon, les citronniers, ça ne poussait pas trop aux Pays-Bas. Hein. Donc il y avait des bons moyens de garder comme ça certains éléments minéraux et vitamines avec la lactofermentation. Et ils utilisaient la lactofermentation donc, pour des légumes. On connaît tous la choucroute, bien sûr, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et ça s'utilisait même avec la viande, par exemple. Ça, c'est beaucoup moins connu, moins pratiqué. Mais c'était un moyen aussi de conserver la viande plus longtemps et d'arriver à avoir les apports nutritifs de la viande dans la durée, puisque sur un bateau, ce n'était pas forcément évident, à part avoir les animaux vivants et de les abattre au fur et à mesure. Et ça fonctionne comment alors la lactofermentation? Parce que lacto, moi je dirais, c'est une fermentation lactique. Lactique. Donc, voilà, comme on peut avoir des fois sur les yaourts ou des choses comme ça. Okay. Et donc c'est anaérobie, c'est-à-dire sans air. Donc c'est la spécificité de ces pots-là en fait. Ouais, tu peux nous expliquer un peu leur... Voilà, il y a un pot en céramique tout simple. Donc si je prends l'exemple du chou ou la plupart des légumes, on va les détailler en lamelles ou en petits morceaux. On en met une couche avec une couche de gros sel, un genre de gros sel, des fois des baies ou si plus pour parfumer, mais vraiment pour la lactofermentation, c'est avec le sel. Du poivre aussi. Voilà, mais ça c'est pour parfumer, vraiment. Mais ce qui est important, ça va être le sel, avec l'humidité du légume. Donc on multiplie les couches comme ça de chou et de sel. À la fin, on tasse bien. Il y a même des petits pilons ou quoi. En tout cas, il faut bien tasser et il faut le garder bien pressé.
puisque ça va dégager, avec le sel, forcément, ça va dégager de l'eau, du jus. Il faut que ça reste à peu près immergé. Donc il y a souvent des pierres pour bien tasser et garder le produit bien tassé à l'intérieur. Okay. Et la spécificité ensuite, c'est cette gorge qu'il y a en haut du pot. Donc on voit il est creusé, c'est assez grand. Donc qu'on va remplir d'eau. Et sur le couvercle, si on regarde sur le bord du couvercle, il y a des échancrures. Ici, voilà. Et donc lorsque ça va fermenter, avec le temps qui passe, ça monte en pression, mais les gaz de fermentation vont pouvoir s'échapper par le joint d'eau, mais sans que l'air extérieur ne vienne perturber la fermentation du produit. En fait, ils s'accumulent dans la cloche, et puis après, ils passent comme ça, et ils ressortent au travers de l'eau. L'air peut sortir, mais pas rentrer. Voilà. C'est ça. Donc ça fait un joint d'eau. C'est ça. Et à partir du moment où c'est en pression, l'air s'échappe, issu de la fermentation, il s'échappe sans que l'air extérieur, par contre l'oxygène ne vienne et vienne oxyder le produit finalement. Stéphane, ça me fait penser, on avait vu ensemble, ça me fait penser au barboteur, tu sais, pour la bière. Exactement, c'est le même principe. C'est le même principe. Enfin, c'est quand même un design qui est tout simple et puis qui est quand même assez effectif. Moi, je trouve ça quand même assez génial. Après, la lactofermentation, ce qui est intéressant aussi, tu vois, par rapport à ce mode de conservation, c'est que finalement, ça ne prend pas d'énergie. Oui. Il n'y a pas besoin d'élec, il n'y a pas besoin de chauffer, il n'y a pas besoin de rien du tout, quoi. Non, au contraire, il vaut mieux une cave un peu fraîche pour pouvoir le garder. Ça permet de conserver quand même longtemps. Alors c'est vrai que ça change le goût, avec le sel, etc. C'est pas bon. Mais bon, on prépare déjà même la choucroute, c'est pas forcément un problème. Mais on peut faire ça aussi avec les haricots, de la carotte, de la betterave, tout un tas de légumes en fait qu'on peut facilement conserver. Couramment, on pense à tout ce qui est choucroute, mais je savais pas qu'on pouvait lactofermenter. Si dans les pays asiatiques, de la viande et du poisson. Hein. Je crois que c'est dans les pays asiatiques où ils en font beaucoup. En Corée. Peut-être. Oui, on appelle ça le kimchi en Corée. Ah, kimchi, oui. C'est ça. Voilà, et dis-moi, tu me dis très longtemps, c'est quoi très longtemps en conservation? Alors, il faut garder le joint d'eau toujours, voilà. Il faut qu'il y ait le liquide à l'intérieur aussi. Il y en a qui le boivent, qui trouvent aussi des vertus thérapeutiques d'ailleurs, qui boivent le jus de la lactofermentation uniquement. Mais ça peut vraiment se garder plusieurs semaines comme ça. D'accord, oui, je pensais en mois, non, peut-être pas plusieurs mois. Oh, je pense qu'au global, ça peut être un mois. Hein. Ah ouais. Bon. Entre parenthèses, ça. On sait jamais sur le... Mais après, il faut aussi faire ses tests, donc ça dépend aussi quand même malgré tout de la température, des conditions de conservation toujours. Et puis une fois sorti, on les goûte et on peut là encore le mettre par exemple dans un plat fermé, une barquette au réfrigérateur, et là ça va encore ou des endroits frais, ça va encore se garder facilement, je pense un petit mois de plus sans problème. Ah ouais, donc c'est vraiment... Un petit pot, des fois on peut en acheter de la choucroute naturelle, crue, dans des pots en plastique, ça se garde facilement 2 à 4 semaines, oui. D'accord, donc anaérobie, très important de ne jamais avoir trop d'air pour le processus, oui, c'est important. Excellent. Stéphane, est-ce que tu veux qu'on passe sur autre chose? Alors, moi j'avais une question à poser par rapport aux gamelles, inox, aluminium, si on pouvait avoir un petit peu un retour là-dessus. Voilà. Moi, je me suis toujours posé la question, si par exemple on a besoin d'acheter une grosse gamelle comme ça pour faire des confits de canard, des choses comme ça, est-ce qu'il vaut mieux choisir inox ou aluminium? Le plus est le pour et le contre, on va dire, des deux. Oui, parce que le poids. Moi, j'ai mon avis perso, mais les pour et les contre, surtout sur une grande taille, c'est que donc quelque chose en aluminium, déjà c'est un petit peu moins coûteux, économiquement c'est moins cher. L'aluminium est un excellent conducteur, à l'inverse de l'inox qui est plutôt un isolant. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'aluminium, quand on va le chauffer même par le fond, la paroi va vite chauffer et transmettre aussi la chaleur. Donc on va économiser l'énergie, chauffer plus vite, de manière plus uniforme. Ça, c'est quand même pas mal d'avantages. La légèreté, quand on est sur des grandes dimensions comme ça, une marmite de diamètre 60 en inox à porter, c'est quand même autre chose que de l'aluminium. Et donc pour l'inox, qui est, j'exagère un peu en disant que c'est un isolant, mais presque, qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans les fonds, on rapporte un fond qu'on va... Alors, il y a différentes méthodes selon les diamètres, mais qu'on va encapsuler ou coller. Et ce fond, en fait, c'est une semelle, un sandwich d'aluminium, ou parfois de cuivre sur les modèles les plus luxueux encore, ça existe parfois, pour permettre de conduire la chaleur qui vient par le fond. Mais ce qui fait que les parois restent froides. Donc si on est sur quelque chose de très liquide,
qu'on veut faire chauffer une grande quantité d'eau, une soupe pour des pâtes ou pour faire bouillir des boudins ou des têtes de cochon ou des bocaux, ça va quand même fonctionner, ça va mettre plus de temps, mais parce que l'induction de la chaleur va se faire par le fond, puis par l'eau qui va amener la chaleur, mais pas par les parois. Et à l'inverse, une fois que ça va avoir une forte inertie, une fois que c'est très chaud, l'inox va rester aussi très chaud, très brûlant, alors que sur de l'aluminium, alors là c'est plus en cuisine, on peut aussi plus facilement réguler, parce que dès qu'on va baisser le feu, ça va plus vite refroidir, alors que l'inox va au contraire garder la chaleur encore longtemps. Moi j'ai eu des retours sur l'aluminium avec les aliments, il y en a qui disent que... Il y a eu certains. Alors, encore une fois, je ne suis pas scientifique, mais il y a des réticences sur l'aluminium. Est-ce que l'aluminium va réagir avec les aliments? Je comprends. Il y a quand même, il faut bien le dire, il y a une précaution particulière à l'aluminium. L'aluminium est attaqué par l'acidité. Donc, voilà, ce que je dis, la papillote de poisson qu'on met dans le papier alu avec les citrons partout, en fait, ça, c'est pas une bonne idée déjà. Et surtout si ça y passe du temps. Après, faire donc du citron, de la tomate, mais faire cuire juste ces tomates, le temps de les mettre en bocaux dans un plat qui est de bonne qualité, en aluminium pur, honnêtement, j'ai jamais vu que le plat soit attaqué. Et voilà. J'ai vu une étude aussi, donc je crois qu'elle était canadienne, qui démontrait que la plupart de l'aluminium qu'on ingère, c'est avant tout les déodorants et les produits de beauté, et que ce qui viendrait de l'alimentaire, potentiellement, serait inférieur à 5%. Donc l'aluminium qu'on ingère, ce n'est pas encore celui des marmites ou du papier alu qu'on utilise en cuisine. Et là aussi, si on prend la précaution de ne pas conserver des produits acides, notamment tomates et citrons, dans de l'aluminium, on évite quand même les problèmes et il n'y a pas de souci particulier. En étant sur un produit donc, plus économique, sur lequel on maîtrise mieux la température et conduit mieux la chaleur, qui est plus léger, il y a quand même de gros avantages encore sur l'aluminium et c'est utilisé surtout sur les grands diamètres, pour de la charcuterie avec les bassines, etc. C'est encore bien utilisé. Ouais. Et dis-moi, j'en retrouve souvent en vide-grenier et là j'en vois pas. Comment ça se fait qu'il n'y ait plus de récipients en cuivre? Ça se fait plus, c'est trop cher, c'est dû à quoi? Alors actuellement j'en ai plus, mais je suis en train de travailler avec un fabricant français pour faire une série justement en cuivre. Alors c'est un meilleur conducteur encore que l'aluminium, c'est pour ça qu'on en trouve souvent chez des chefs aussi, etc. Parce que c'est une très bonne qualité au niveau cuisson. Les deux inconvénients du cuivre, c'est que l'entretien est quand même assez fastidieux. Donc même si c'est un très très bon produit, le cuivre s'oxyde, crée ce qu'on appelle de verre de gris, donc c'est l'oxydation du cuivre qui est verdâtre. Et ça c'est pas bon je crois. Ça c'est surtout pas bon, si on en a à l'intérieur, il faut bien le nettoyer avant de l'utiliser, ça c'est clair. Mais donc à nettoyer, même ne serait-ce qu'à nettoyer pour avoir un aspect propre et correct à l'extérieur, c'est pas évident. Et alors hormis les bassines que j'ai aussi quand même pour la confiture, parce que ça aide à faire mieux prendre la pectine, le cuivre. Oui, c'est pour ça que les bassines en confiture sont en cuivre et pas étamées. Voilà, pas étamées. Et en plus de bien conduire la chaleur, bien sûr. Souvent après tout ce qui est casserole, marmite, fait tout, va être étamé à une couche d'étain. Et donc il y a plus grand monde aussi qui rétame et donc qui refait la partie intérieure étamée, puisqu'elle peut s'user, on peut le racler, le gratter ou le rayer. Et donc au fur et à mesure de l'usage, on a besoin de rétamer les casseroles et il n'y a plus beaucoup de monde qui fait ça. Alors maintenant il y a des nouvelles technologies aussi où ils mettent une petite couche d'inox à l'intérieur. Donc, ce qui facilite le contact alimentaire et il n'y a plus l'entretien sur l'étain à faire comme à l'époque, quoi. Mais voilà. Et après, c'est quand même beaucoup plus onéreux parce que le prix du cuivre n'est pas le même que l'alu, quoi. Stéphane, est-ce que tu as d'autres questions que tu t'es toujours posées? C'est vrai, entre l'inox et l'aluminium? Non, mais c'était vraiment une question que je me posais par rapport à ça. Bon, outre le prix, bon, ça saute aux yeux, l'inox c'est quand même beaucoup plus cher. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'aluminium? Bon, on a une réponse, hein. Il faut éviter de stagner l'acidité dedans. Il y a un bon compromis qui existe, alors plus en cuisine parce qu'on ne fait pas des très gros contenants, donc pour la grosse marmite, pour les bocaux, ça ne va pas aller parce qu'on va maximum sur des faitous en diamètre 32, donc à peu près comme ça. C'est ce qu'on appelle l'alu inox. Donc c'est une grande épaisseur. Ça met tout le monde d'accord. Voilà, mais c'est ça, c'est le meilleur des deux mondes, on va dire. Voilà, tout le monde est d'accord. Donc ça conduit un peu moins et c'est un peu plus lourd que l'aluminium pur, mais c'est une grosse épaisseur, une grosse feuille d'aluminium recouverte donc de l'inox extérieur, donc facile d'entretien et puis qui est compatible à l'induction pour ceux qui travaillent avec de l'induction.
et une feuille d'inox intérieure, alimentaire, donc qui est là aussi très facile d'entretien et au niveau sanitaire complètement neutre. Voilà, donc là ça met tout le monde d'accord. Le meilleur des deux mondes, ouais. Ça met tout le monde d'accord. Sachant que bon, sur des grandes tailles comme ça, je ne l'ai pas encore. Quoi. Donc, pourquoi c'est trop cher ou ça se fait pas encore? En fait, c'est la difficulté parce que malgré tout, oui, c'est ça la plus grande taille. Il y a un problème de dilatation. Lorsque on chauffe, alors c'est encore pire avec l'induction quand on met les boosters, l'inox ne se dilate pas de la même manière que l'aluminium. Donc arriver à faire jouer les matières ensemble, c'est pas forcément évident. Et donc plus on va sur les grandes tailles, plus c'est difficile. Et ensuite c'est aussi au niveau outillage et emboutissage. Donc emboutir comme ça quelque chose de multi-épaisseur sur des très grandes tailles, on risque là aussi de le feuilleter et de le désolidariser. Donc voilà, on n'a pas encore la technologie pour y arriver. Bon, après ça évolue, je pense qu'on arrivera un jour à améliorer ça encore, mais voilà, je l'ai pour l'instant que sur des tailles plus limitées, plus en cuisine que vraiment pour la conservation et transformation. Quoi. Moi j'ai une question, on fait encore de l'inox en Europe? Oui. Slovaquie, Slovénie? Alors il y en a en France. Ah ouais? Déjà, on peut citer, je ne travaille pas avec, mais c'est des casseroles assez chères, ils se limitent sur la cuisine, mais il y a Christelle, qui est quand même très connu, très haut de gamme. Un qui est un peu plus accessible, avec qui je travaille et qui fait du produit professionnel, c'est Debuyer. Alors ils ont souvent une gamme d'import, mais il y a aussi des gammes vraiment de qualité faites en France. Donc du multicouche comme ça, on appelle du multicouche parce que des fois il y a 3 voire 5 couches, il y a différents inox ou différents aluminium, etc. Mais aussi de l'inox pur. Et je travaille avec un aussi, alors qui est portugais par exemple, et qui fait du matériel professionnel, donc des grandes gamelles, des grandes marmites, gros fait-tout. Et en inox, fabriqué, j'ai visité l'usine, tout ça, ils font tout de A à Z. C'est rassurant. Ouais, là, découpe, l'emboutissage, rapporter les fonds par différentes techniques selon les diamètres, voilà. Ça existe encore, il n'y en a plus beaucoup, c'est pas le plus gros du marché, mais heureusement encore en Europe, on a quand même quelques fabriques. Ouais. Michael, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la meilleure façon de faire des baguettes à la maison ? Si par exemple j'ai un four électrique ou si j'ai un four à bois, comment est-ce que je peux faire pour arriver à faire du pain qui ne soit pas du pain de machine à pain? Tu sais, on a des pains qui sont comme des briques, oui. Mais quelque chose de plus français. Tu vois, la baguette en longueur comme ça, et arriver à la réussir dans un four qui n'est pas spécifique, quoi. Le four de monsieur et madame tout le monde. Sans four à bois presque. On va partir peut-être du plus basique. Donc c'est vrai que si on a malgré tout une machine à pain, ça fait un bon petit pétrin ménager. Bon, donc ne le jetez pas forcément ou ne le vendez pas, et ça fera déjà toujours cette première partie qui est quand même assez fastidieuse et pénible. Mais c'est vrai qu'au lieu de passer ensuite en cuisson dans la machine à pain, on va récupérer la pâte et on va pouvoir la faire cuire dans son four ménager, électrique ou un four à bois, ça se fait aussi. Les produits les plus simples, on va partir de moules à baguettes comme ça. Donc c'est une tôle, là anti-adhésive ou pas, il y en a aussi en inox. C'est perforé pour quand même bien cuire la pâte, même sur le fond, de ne pas avoir quelque chose de trempé ou qui reste humide et mou. Et ce qui est conseillé, c'est de mettre dans ce four, donc déjà de ne pas mettre la chaleur tournante si vous l'avez. Simplement la sole ou la sole et le dessus, mais sans chaleur tournante, et rajouter un récipient, ça peut être un petit bol ou avec de l'eau, pour qu'il y ait quand même un peu d'humidité et qu'on n'ait pas une cuisson trop sèche. Comme on fait dans les fours à bois, ils mettent un peu d'eau, je l'ai vu. Et après, si on veut un peu monter en gamme, alors on a l'intermédiaire, j'en ai pas là sous la main, mais c'est des plaques réfractaires. Alors que s'il en existe là en céramique émaillée ou en pierre, on en a en pierre de lave naturelle, donc c'est une pierre naturelle. Ça existe aussi en pierre reconstituée, mais ça je préfère pas en proposer, je suis pas trop fan. Tu mets ton pain là-dessus? Et voilà, on met le pain là-dessus. L'avantage c'est qu'il y a une très grande inertie, donc ça absorbe la chaleur et ça la restitue doucement. Et donc ça va faire là aussi une meilleure cuisson, mieux encore que les petits trous dans la tôle. Et le niveau ultime, donc c'est les moules. Comme on a ici ou ici par exemple. Alors attends, fais voir. Hop, je vais te le sortir. Là, c'est déjà des pains quand même assez épais. Là, c'est déjà du pain. Alors, il y a différentes tailles qui existent. Il y a pour les petites boules, pour les grosses miches. Sinon, pour les baguettes, on a l'intermédiaire pour des baguettes et pas de campagne. Sur ce genre de choses. Voilà, ou des mini baguettes. Ouais. Mais l'avantage de la céramique, donc comme je disais, c'est qu'il y a quand même une bonne rétention de la chaleur et elle va diffuser ensuite une chaleur douce et homogène tout le long de la cuisson.
Donc on va pouvoir partir de très haute température et petit à petit descendre, mais le moule, lui, va restituer quand même la chaleur toujours, pour bien cuire à cœur et garder aussi quelque chose avec une croûte croustillante, bien saisie, et l'extérieur bien saisi. L'intérieur du couvercle, lui, n'est pas émaillé. Et donc, comme c'est une matière poreuse, va justement réguler l'humidité aussi à l'intérieur du pain pendant la cuisson. Et on va arriver à un résultat qui se rapproche à ce qu'on aurait dans un four à pain traditionnel, quoi, finalement. Et ça, on le fabrique en France? Et ça, ce qu'on propose ici, oui, c'est tout une fabrication française. Derrière, c'est toute la gamme, voilà, d'accord. C'est une usine avec laquelle on a un très bon partenariat, on travaille bien, on arrive à avoir des produits parfois exclusifs aussi qu'on développe avec eux. Donc, c'est vraiment un bon accompagnement qu'on a de leur part et avec du produit français. Donc ils ont en plus l'avantage de proposer des céramiques qui sont vraiment très étudiées et qui arrivent à garantir 10 ans. Ce qui n'existe pas, voilà. C'est courageux pour de la céramique parce que ça peut péter. Voilà. Et alors Stéphane, je voyais plutôt par là, excuse-moi Mickaël, moi je regardais ça là-dessus. C'est plus ça. Donc là c'est pour faire des petits pains en fait. Le même principe avec le couvercle. Donc c'est un morceau de pierre de lave qui est poli. Pour faire cuire des pizzas ou des tartes aussi juste avec un cercle par exemple et garder la pâte justement pas détrempée, bien croustillante, bien sèche. Ça dans un four électrique sans problème? Ça peut être dans un four électrique comme servir de sole dans un four en bois où on aurait la sole pas très propre, ça marche aussi. Et sur un barbecue? Aussi, voilà. Chauffer un barbecue aussi pour, voilà. Souvent pour des pizzas ou des choses comme ça. Ouais. Ah, c'est excellent. Ouais. Ah, c'est génial. Certains ils font aussi cuire la viande, les chauffent ou servent à table avec la viande dessus qui frémit encore et ça la garde chaude, bien sûr. Génial. Par contre, on doit se cramer avec ça une fois que c'est. Ah ouais, il vaut mieux un support. Je suppose que ça, il ne faut pas le mettre directement sous l'eau. Une fois que c'est chaud, ça doit quand même. Oui, faire attention quoi. Oui, en général, on ne le passe pas directement sous l'eau, mais oui, il vaut mieux éviter, surtout la céramique. Mais encore là, même la céramique et Milan-Rive, vraiment, il y a une qualité qui fait qu'elle résiste comme ça aux différences de température, aux chocs de température de manière assez impressionnante. Ouais, pour donner 10 ans, c'est que ils doivent être. Ils font des tests en laboratoire, ils envoient une goutte d'eau froide sur un point du plat, sur un plat qui est brûlant, qui sort à 230 ou 250 degrés du four, et il n'y a pas une fissure. C'est rassurant quand même. Alors qu'on prend un plat Ikea qui est fait en Chine ou Portugal, Italie, des fois. Et direct, en 2 secondes, ça fissure, ça claque. Et voilà. Et ouais, ça ne m'étonne pas. Je vois des formes bizarres derrière. C'est le poulet ou les volailles. C'est ça. On appelle ça une brique. C'est ça? Une brique à rôtir. Comme ça? C'est ça. On dirait un œuf de Pâques. Oui. Et donc, ça permet de faire. On peut mettre une volaille, le poulet avec son accompagnement. La forme accompagne bien aussi pour garder la chaleur, l'air chaud au plus près de la bête. Et après, on ne salit pas le four parce qu'il y a un couvercle. Ça gicle pas partout. Aussi, n'empêche. Voilà, mais après, même sur un simple plat gratin ou une tourtière, la céramique, c'est vraiment un excellent matériau. Ça garde aussi les plats chauds. Quand on se resserre la deuxième part, c'est pas encore tout froid. On peut... L'émail, en fait, c'est une vitrification, donc on a une surface très dure, très solide, neutre, saine. On peut couper dedans directement avec des instruments. C'est pas comme un truc en téflon qu'on a peur d'abîmer, etc., de gratter. Là, on peut y aller, utiliser donc, des couverts en métal sans problème. Et ça se passe au lave-vaisselle ou avec un grattoir pour le nettoyage et le laver. Donc c'est vraiment un matériau... finalement assez moderne et assez exceptionnel, même s'il existe depuis des millénaires. Simple, mais c'est vrai que maintenant il y a tellement de choix. Comment trouver une bonne qualité? C'est bien que tu nous présentes ça. Tu as 2-3 autres références en céramique en France qu'on fait encore de bien pour les personnes? Oui, il y a d'autres fabricants. Alors, il y a une marque qui s'appelle Apolia, qui est en Bretagne par exemple, qui fait aussi des bons produits. Après, d'autres, je ne peux pas tous les citer, mais qui, notamment en Alsace, où il y a une concentration, il y en a plusieurs qui font des plats un peu souvent joliment décorés à la main. Alors, ça peut être des terrines, des plats four, plats tarte. Donc, oui, il y en a quand même encore quelques-uns en France, et même des fois des artisans, des tout petits artisans qui font quand même encore de bons produits. On va passer sur un autre thème. Alors toi, Stéphane, je crois que tu n'as jamais effectué ce genre de choses, de la fumaison.
On dit ça, oui, on dit de la fumaison. La fumaison, le fumage, le fumaison. Le fumage, déjà fait, Stéphane ? Pas à titre personnel. J'avais fait une vidéo sur la préparation du saumon fumé chez un ami, mais on n'utilisait pas ce genre d'appareil parce que lui, il faisait quand même certaines quantités. Mais oui, tu peux nous en dire un mot ? C'est quoi déjà du bon bois pour fumer ? Est-ce qu'il y a un bois en particulier ? Alors oui, le plus commun, le plus courant, classique, c'est le hêtre. C'est plus de 80% du fumage, c'est fait avec ça. Après, on a tout un tas d'essences qu'on peut utiliser parce que ça peut parfumer. On a par exemple du bois d'olivier qui est un peu plus léger. Sur les poissons, on va utiliser de l'oranger, du citronnier aussi, qui est un peu plus fin. On peut à l'inverse sur des morceaux de porc par exemple utiliser un peu de chêne souvent mélangé parce que c'est quelque chose de très fort mais qui va relever, donc voilà, selon les produits qu'on fume ça peut être très différent. Et voilà, quand on va fumer aussi tout ce qui est sel ou des matières grasses, de l'huile fumée ou du beurre, on va plutôt utiliser des essences un peu légères pour vraiment parfumer, amener un goût. Donc voilà, c'est assez large, assez varié. On peut utiliser du genévrier ou rajouter, lorsqu'on fume, sans que ce soit forcément des copeaux, mais des fois des branches de certaines plantes aromatiques. Pour les magrets, ce qu'on faisait par exemple au-dessus sur une grille ou une plaque, juste au-dessus de la boîte à fumer, quelques rondelles de pommes. Une pomme qu'on coupe en petites rondelles, et donc en chauffant, ça va dégager un petit fumée aussi qui vient dans la fumée et dans le produit. Donc, voilà, un magret, moi c'est ce que je préfère, c'est le magret un peu séché qu'on fait fumer comme ça, et c'est excellent quoi. C'est combien de temps ? Comment ça fonctionne un peu ? Tu peux juste nous donner quelques consignes pour les personnes qui seraient curieuses ? Il y a deux grands types de fumage, il y a le fumage à chaud et le fumage à froid. Donc le fumage à froid, c'est celui qu'on connaît le plus pour celui du saumon finalement, qui permet normalement de conserver. On sèche déjà un petit peu au sel le produit, mais ça permet de finir le séchage, le fumage. C'est aussi anti-insectes finalement, parce qu'avec la fumée, voilà, ça ne les attire pas, au contraire, ça repousse les insectes, donc c'est un bon moyen de conservation. Et finalement, ça rentre dans chaque cellule de la viande pour permettre de finalement, à la fin, mieux la conserver. Alors, c'est pas pendant 3 mois à température ambiante, mais on va pouvoir conserver des morceaux fumés comme ça beaucoup plus longtemps. À l'inverse, la cuisson à chaud, donc on va fumer et cuire en même temps. C'est plus pour donner du goût. Donc là, il n'y a pas d'idée de conservation, c'est vraiment côté gustatif uniquement, quoi. Et donc, comment ça se passe pour le fumage à froid? L'idée, c'est de ne pas trop monter en température. Donc on va fumer en essayant de ne pas trop chauffer. Donc même si on le fait avec une résistance électrique ou des braises, à un moment on va éteindre tout ça. Il faut que tu m'as dit électrique, excuse-moi, on peut faire ça à l'électrique. J'ai du mal à comprendre comment on peut fumer à l'électrique. Mais si une sonde électrique en fait qui vient dans la sciure. Tu as une résistance dans la sciure qui chauffe et qui va créer une combustion lente. Ah, c'est un peu comme si tu faisais une pizza au four électrique et au four à bois, limite. Ouais, ça se fait quand même. Ouais, ah oui, ça se fait, ouais. Mais bon, c'est quand même, il y a un côté pratique et facile aussi. Tout le monde n'est pas à l'aise des fois avec le feu ou avoir des braises. Alors il y en a qui prennent une pelle, se font sur la cuisinière, l'allument, etc. Mais c'est pas forcément pratique pour tout le monde. Donc il y en a qui font aussi avec des résistances électriques. On met un minuteur. L'avantage, c'est qu'on n'a pas trop besoin. Voilà, c'est simple. Et on est sûr que la combustion avance parce qu'il faut que la sciure elle soit pas trop compacte, qu'il y ait quand même assez d'air pour se consumer. Il faut qu'elle se consume, mais il ne faut pas qu'elle brûle. Donc c'est vrai qu'il y a un équilibre, il faut quelque chose d'assez sec. Si c'est trop sec que ça flamme, l'humecter un petit peu. Et à l'inverse, si c'est trop humide et que ça n'arrive pas à prendre, que ça s'éteint tout le temps, il faut que ce soit un peu plus, le sécher un petit peu pour être sûr d'arriver au résultat. Et après ça dépend vraiment de ce qu'on fume et du volume qu'on fume et du goût qu'on souhaite. Il y a beaucoup de fumaisons qu'on arrive à faire finalement 3/4 d'heure, 1 heure, sur des morceaux qui sont déjà détaillés, coupés. C'est pas forcément pendant 7 heures ou 24 heures de fumage, forcément, quoi. Voilà. Il y a un truc que j'avais bien aimé, que tu m'avais montré, c'est de l'autre côté, c'est le tourne-broche low-tech. Ouais. Enfin, je dis low-tech, non, au contraire, c'est même c'est de l'horlogerie, mais je veux dire sans électronique. C'est pas du tout électrique, il n'y a pas besoin de fil, de prise de courant. C'est un mécanisme d'horlogerie, c'est vrai que le plus beau, c'est là. On peut l'ouvrir, je ne sais pas si tu arrives à bien le voir. Voilà.
Et donc c'est un ressort à lame. Et tu peux nous le tourner un petit peu? Voilà. Et donc on bande le ressort, on le remonte, comme on remonterait une horloge. Ouais, c'est comme les vieilles horloges. Ouais, c'est bien, c'est excellent de revenir à des choses comme ça, je trouve. Voilà. Et il y a un système ensuite là, sous la tige là, de balancier en dessous, qui vient équilibrer pour que le système ne s'emballe pas et que le ressort Pas d'électronique, rien? Non, pas électronique. Et donc quand c'est fini, au bout d'environ 12-15 minutes, il y a une petite cloche là qui est tapée ici pour nous prévenir qu'il faut remonter le mécanisme pour continuer à cuire le rôti sans le griller d'un côté. Tu vois l'avantage d'un système comme ça, c'est comme il n'y a pas d'électronique. Tu le gardes à vie. Même si ça chauffe, et d'ailleurs ça va chauffer à côté, hein, ben ça ne te grillera jamais le système. Il n'y a pas de moteur à griller, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien du tout. Non. Éventuellement un petit graissage de temps en temps et c'est tout. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que bon, et puis c'est agréable souvent, c'est un repas convivial avec des amis, on est à côté, on remonte le mécanisme, ça fait ding ding, le temps de l'apéro, finalement on a fini la cuisson. Et voilà, c'est quand même un autre rythme. Ouais. Voilà. D'ailleurs, historiquement, ça se faisait, il y a beaucoup de villages finalement, c'était l'horloger et le forgeron qui se mettaient ensemble pour faire un tourne-broche. Hein. Et sur un tourne-broche comme ça, tu peux mettre du poids. Ça a l'air d'être quand même une baguette assez grosse. Hein. Là, c'est sur des modèles où on monte à une quinzaine de kilos. Après, ça dépend sur les tourne-broches, ça dépend beaucoup de l'équilibrage. Des fois, on peut monter plus haut, mais il ne faut pas qu'il y ait de ballon, de bas lourd. Parce que sinon, s'il y a un côté avec un peu plus de poids, une fois qu'il est tombé en bas, le mécanisme n'arrive plus à remonter. Quoi. Alors, des fois, avec l'inertie, il y arrive un petit peu. Il existe, alors j'en ai plus actuellement, mais il existe aussi des systèmes de poids qu'on rajoutait sur une tige qu'on pouvait écarter plus ou moins pour vraiment équilibrer et avoir quelque chose de plus homogène possible. Et là, si on est homogène, on peut arriver à monter à des capacités assez importantes. Mais ne serait-ce qu'une patte qui pend, par contre, ça met tout en l'air et on porte 3 fois moins de poids parce qu'il y a juste une patte qui pend. Quoi. Bah écoute, je suis bien content qu'on filme ça parce que c'est assez... Retour vers le passé, comme on dit. Ouais. En parlant de ça, Stéphane, on va parler d'un sujet on en avait déjà parlé sur la conservation, à côté. Oui. On va parler des bocaux le parfait. Et alors, Stéphane, il rigole parce qu'il sait... C'est un sujet intarissable. Alors, Stéphane, je sais que là, c'est vraiment ton domaine, on peut dire aussi. Bon, moi, ce que j'ai pu constater par rapport au bocaux le parfait, là, on filme, on est en février 2023, hein, pour situer un peu les choses. Et tous ces fabricants de verre, je pense que vous avez pu le constater, mais depuis le début de l'année, ça a pris une plus-value énorme, quoi, au niveau du prix. Tu le sens aussi en tant que fournisseur Depuis un peu plus d'un an, en fait, les fournisseurs de verre aujourd'hui, ils ne changent plus les tarifs parce que ça a changé toutes les semaines. Ils mettent une surtaxe énergie. Donc il y a le tarif qui reste le même, et puis il y a une surtaxe qui va de 20 à, j'ai eu du 45%, et qui est révisé, ça va de 1 semaine à 1 mois en gros pour les révisions. Donc c'est vrai que là le prix actuellement, notamment à cause de l'énergie, est assez volatile. Et plus des difficultés d'approvisionnement et de la demande du coup partout, parce que tout le monde s'affole, on ne peut pas trouver. Je pense qu'il y a des viticulteurs qui ont transpiré un peu cette année et qui avaient du mal à trouver parfois des simples bouteilles, même les modèles les plus simples, parce que voilà, si c'est un vin qui sera à la fin à 3 € et qu'on est déjà à plus d'1 € la bouteille, c'est quand même difficile à vivre. Ouais. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez difficile qui impacte tous les bocaux. Hein. Donc à part d'avoir des stocks énormes de vieux bocaux, c'est quelque chose sur le marché que tout le monde a subi et vécu. Il y a d'autres marques que Le Parfait, parce que moi je connais que Le Parfait en marque. Le Parfait, c'est une vieille marque française iconique. Il y en avait d'autres qui existaient d'ailleurs auparavant. Hein, mais ils fabriquent toujours en France? Oui, j'allais dire. Oui. Ils sont toujours français? Il y a des usines françaises. Le groupe derrière s'appelle OA, donc a ses origines américaines. La marque Le Parfait, elle appartient à une société qui s'appelle Berlin Packaging, donc qui est très bien implantée en Europe. Son siège européen est en Italie, mais ils ont aussi des bureaux en France. Mais derrière, de toute façon, ça reste américain aussi. La marque Le Parfait, elle est française et fabriquée en France, mais c'est détenu, que ce soit la fabrication ou la marque, c'est détenu à la fin par des Américains. Ouais. Donc voilà, c'est assez international finalement aujourd'hui. Dis-moi, on avait constaté quelque chose, et ça je renverrai vers une vidéo, parce que Stéphane en avait parlé. J'en ai déjà chiné sur les brocantes, et j'ai remarqué que ceux que j'avais, alors je ne peux pas dire quel âge ils ont, mais ils étaient assez vieux, et ils étaient épais comme tout, et j'en ai racheté récemment,
Et franchement, Stéphane, est-ce que tu l'as constaté ? Oui, bien sûr. En fait, les Le Parfait d'il y a 40 ou 50 ans, qu'on trouve en brocante, en fait, ils sont beaucoup plus épais que ceux qu'on fabrique aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'on a amélioré le verre et on l'a rendu plus résistant et donc on a pu le désépaissir un peu, ou si c'est juste une réduction des coûts, sachant que j'ai quand même un peu l'impression que les pots très anciens, ils sont quand même indestructibles, hein. Alors ils sont sans doute très solides, mais c'est vrai que alors il y a un rapport avec le coût, mais on ne l'affine pas juste pour une question de coût, parce que si on a un pot qui de toute façon casse au premier usage, ça suffit pas forcément. Donc il y a quand même les avancées technologiques, le fait d'avoir quelque chose. Aujourd'hui, ils travaillent avec des lasers, avec des machines très précises, même pour le coulage, pour les moules, etc. Et donc on arrive à avoir des pots aussi plus homogènes. Et donc même avec plus de finesse, qui sont quand même beaucoup plus résistants que ce qu'on avait avant. Alors c'est pas que les vieux pots sont pas résistants, parce qu'effectivement pour compenser ça, ils compensaient par l'épaisseur. Donc on se retrouve quand même avec quelque chose de très lourd et très épais. Mais si vous prenez, même vous chinez, donc plutôt que des bocaux parfaits, regardez des vieilles bouteilles de vin, on se retrouve avec des culs parfois assez énormes, très épais, et c'était aussi pour compenser ça. En plus, bon, on les transportait, on les tapait, donc il fallait que ce soit costaud. Mais même par rapport à des verres qu'on fait aujourd'hui, même sur des très belles bouteilles de vin, des très belles fabrications, on a quand même quelque chose de plus fin, parce qu'on arrive à quelque chose de plus homogène, plus lisse, et vraiment qui est à la base conçu de manière beaucoup plus précise. Et donc ça permet aussi de gagner beaucoup en finesse. Donc, c'est sûr que derrière, c'est un gain sur le coût aussi, mais c'est aussi des investissements et des développements sur les machines et l'outillage qui permettent de faire ça. Mais bon, heureusement quelque part, parce qu'ils ont déjà du mal à produire les bocaux, donc si en plus ils étaient 2 fois plus épais, je ne sais pas comment ce serait aujourd'hui. Ouais. Dis-moi, j'ai une petite question qui est venue de par les abonnés. Est-ce qu'il existe un peu des languettes éternelles ou des languettes qui dureraient plus longtemps que celles en caoutchouc? Alors je connais plus ou moins la réponse, mais il n'y a pas, je sais pas, avec les technologies qu'on fait maintenant, des choses un peu plus costauds que ce qu'ils font? Alors si, du caoutchouc de qualité. Alors là, t'es en train de... Non, de base, ça reste quand même inconsommable, le caoutchouc. Donc moi, évidemment, je conseille aux gens de les changer régulièrement. Dans l'absolu, on sait très bien que les gens regardent, s'ils ne sont pas trop abîmés, on les retourne, s'ils ne sont pas trop marqués, qu'ils ne sont pas percés, fendillés, etc. Et on les réutilise. C'est juste que plus on les utilise, plus on prend un risque que la conserve ne fonctionne pas. Hein. Mais bon, après, c'est aussi à juger selon les quantités qu'on fait et l'état des joints. Stéphane, tu les réutilises, toi? Alors, moi, j'ai une autre politique. Hein. Moi, j'ai une autre politique. Je les utilise jusqu'à ce que je puisse plus les utiliser. C'est-à-dire souvent... Ça, je ne pense pas que tu puisses le dire, toi, mais c'est vrai que Stéphane... C'est au risque de la production du client. Au risque de la production du client, mais finalement, c'est un risque que je trouve assez faible par rapport au gain que ça peut faire. Bon, réutiliser un caoutchouc, surtout si c'est une préparation qui n'est pas grasse. Par exemple, je ne sais pas, on fait des cerises au sirop. Le bocal, il a stérilisé 3 quarts d'heure ou une demi-heure. Bon, le caoutchouc, il est resté 6 mois dessus. Bon, on le lave, on le remet à bouillir, après on le réutilise. Et si par extraordinaire, il y a un bocal qui ne fonctionne pas, on le met au réfrigérateur, on le mange tout de suite, quoi. Bon, ça peut arriver. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une inflation sur le verre. Il y a une inflation aussi sur les consommables. Je ne vais pas faire mon ronchon, mais par exemple, quelqu'un qui a un système avec caoutchouc, on s'en sort encore, mais par exemple, les capsules aujourd'hui, je ne sais pas, ça devient inaccessible. Hein. C'est sûr que les prix s'envolent, ou ceux qui utilisent les boîtes en métal aussi, hein, c'est des prix beaucoup plus élevés. Mais voilà, donc c'est vrai que ça dépend de ce qu'on a. Si on a déjà investi dans des pots qui peuvent coûter des fois, pour les plus grands, 2-3 euros pièce facilement. C'est difficile de changer carrément les pots pour avoir un autre joint ou une autre capsule. Après, malheureusement, à part effectivement arriver à réutiliser les joints ou les capsules, j'ai pas d'autres astuces. Malgré tout, il y a un moment une limite. Même une capsule en métal, là, donc ce qu'on appelle du twist-off, c'est les conserves qu'on visse avec ce genre de capsule. À l'intérieur, il y a une bande avec un joint qui, elle aussi, se compresse, s'use.
et qu'on finit par devoir changer. Donc à un moment, la capsule, on ne peut plus la réutiliser, en tout cas pas en étant en sécurité avec le contenu, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que les tester à la sortie de la stérilisation, c'est quand même un bon principe. Ça permet aussi de vite voir ce qui a fonctionné ou pas. Et éventuellement, si on les consomme rapidement, comme il dit, on le garde au frais, on le consomme rapidement, il n'y a pas plus de risque que ça. Hein. Tu as d'autres noms que le Parfait? Tout à l'heure, je te demandais, est-ce qu'il y a une marque un peu plus low cost ou même d'autres marques Alors oui, sans être forcément low cost, il y a Vec qui est plutôt allemand, très connu en Europe du Nord. Donc moi je trouve très joli, qui fonctionne en fait avec des joints. Donc il n'y a pas la grosse ferraille autour parce qu'en fait c'est simplement 2 clips qui vont maintenir le couvercle avec le joint pendant la stérilisation. On les a ici. Voilà. Je ne connaissais pas du tout ça. Voilà. C'est aussi plus facile à ranger, à empiler. Et c'est-à-dire qu'après, une fois que la stérilisation est faite, on va pouvoir enlever les... Ah, tu peux récupérer ça. Tu vas pouvoir enlever les clips comme ça et puis mettre ça dans ton étagère sans avoir ce mécanisme qui t'encombre. C'est bien ça. C'est ça. C'est quoi le nom? Vec. Vec. C'est W-E-C-K. Voilà. D'accord. Et après, il y a une alternative aussi assez économique. Alors, je n'aime pas aller au détail. Mais c'est le pot twist-off, hein, donc la fameuse conserve avec capsule, comme les pots de confiture. Oui. Donc où on a des pots quand même qui sont... donc là, il n'y a pas une marque en particulier, il y a beaucoup de verriers qui le font, hein, le système n'est pas propriétaire. Et donc ça permet d'avoir des pots beaucoup moins chers et la capsule... elle a un certain coût aussi, mais entre le prix du pot et celui de la capsule, finalement, on n'est pas plus cher qu'une capsule Familia Vis en métal qu'on doit changer aussi, quoi. Et sur le principe, ces pots-là, on peut faire toutes sortes de conserves avec? Oui. À condition de changer la capsule, en fait. Comme de la même manière qu'on change le joint. Ouais. Voilà. Mais après, en plus, par rapport à une capsule de Familia Vis qu'on va percer en général, et donc qu'on pourra forcément pas réutiliser. Donc il y a le couvercle par-dessus, oui, mais la capsule, non. Là, les capsules se dévissent, et donc pour les gens qui veulent essayer de les réutiliser, ou même ne serait-ce que pour du stockage par la suite, on peut le faire. Et après, il existe toute une gamme de pots, donc des plus petits jusqu'aux plus grands, des pots droits pour des plats cuisinés, etc., pour pas avoir le rebord, pour les sortir facilement, ou le nettoyage, etc. Donc il y a vraiment des gammes très très larges là-dessus, et plus abordables malgré tout. Ça, c'est beaucoup pour les confitures. Donc c'est des pots à capsules aussi. Alors c'est pas système twist-off, voilà, une marque Borgo Novo, c'est italien. Et ça, c'est dédié aux confitures? Plus confiture, ouais. ou conserve de fruits, oui. D'accord. Voilà. Disons que par la forme, c'est pas très pratique si on y fait un pâté ou même les haricots verts. Voilà, ça va être difficile à mettre dans ces pots-là, quoi. Et avec ça, je vois qu'il y a des stérilisateurs. Je vois que tu en as plusieurs. Il y a beaucoup de votre marque, Tom Press. Oui. Ça vient de quoi? Vous n'arrivez pas à trouver, selon ton cahier des charges, des choses qui correspondaient à ce que tu voulais ou... Disons que le plus gros du marché sur les modèles électriques comme ça, que ce soit en acier émaillé ou en inox, c'était asiatique, d'une qualité parfois douteuse, en tout cas moyenne. J'ai réussi à trouver un Européen encore qui fabriquait, qui faisait l'émaillage. Ça, c'est quand même aussi important. Avec un émail de bonne qualité qui va pas casser et puis qui reste sain, sans métaux lourds, etc. C'est garanti. Hein. Bon, les Chinois aussi, normalement, mais des fois, on ne contrôle pas de la même manière. Et même l'assemblage, le mécanisme, c'est aussi avec des composants fabriqués en Europe. Voilà, on est sur un niveau de qualité qui est quand même différent. Donc pour quelqu'un qui l'utilise chaque année régulièrement, c'est quand même mieux. Nous, on les garantit 3 ans, du coup. Je pense même passer la garantie à 5 ans parce que voilà, je sais que je n'ai pas de soucis particuliers et que ça fonctionne bien. Toi, Stéphane, tu disais que tu voulais le faire. Moi, je n'utilise pas ces systèmes-là, mais donc le principe, c'est chauffer avec une résistance électrique. La capacité, là, c'est 5 bocaux, peut-être, de 1 litre? Non, là, on arrive à faire deux étages, en fait. Hein. 2 étages? Non, mais en 1 litre et demi, par exemple. On peut en 1,5 litre, je ferai qu'un étage, ou si on veut compléter, ça avec des petits bocaux après d'un tiers ou de demi-litre. Mais on peut faire deux couches de bocaux d'1 litre. Ouais. Bon, j'utilise le gaz, mais l'avantage que je vois, tu vois, par rapport à ces systèmes-là, pour la stérilisation, par rapport au gaz, c'est que tu as une minuterie. Donc, c'est sûr que si tu as une grosse série de bocaux et que ça s'éternise la nuit ou le soir,
tu mets ta minuterie, tu vas te coucher, quoi. Tu disais en plus minuterie fabriquée en France. Oui, je crois que c'est le composant qui est français à l'intérieur. On fait encore ça s'éteint tout seul. Et au côté pratique, elle se déclenche aussi quand on arrive à la température souhaitée. Parce que s'il y a demi-heure de chauffe pour arriver à 90 degrés ou à la température qu'on souhaite. Ah oui, c'est-à-dire que ça décompte pas le temps tant qu'on n'a pas atteint les 100 degrés. C'est ça. Ah, ça c'est malin, effectivement. Voilà. Sinon, il faut revenir le remettre. Voilà, il y a un système avec robinet aussi, donc qui est bon éventuellement pour faire sortir l'eau, mais surtout pratique pour les gens. Alors des fois pour garder un café au chaud si on a du monde, parce que c'est quand même un gros volume, ou des vins chauds sur les marchés de Noël en Alsace. Mais c'est aussi pour des gens qui veulent faire du jus de pomme et le stériliser, donc sans avoir un gros équipement. On peut caler la température donc à 75-80 degrés, donc c'est pas ultra précis au degré près, mais on a quand même quelque chose d'assez propre. Et on peut facilement embouteiller au fur et à mesure. Et donc c'est un bon système aussi pour du jus maison pasteurisé comme ça. Je voulais profiter, parce que nous, Stéphane, quand même via nos chaînes, on a vu l'explosion du thème de l'autonomie et tout ce qui est résilience. Est-ce que après le Covid, tu as remarqué ou pendant que les gens s'y mettaient, tu peux nous parler un peu du business autour de ça? Est-ce que ça explose? Est-ce que c'est à l'ancienne? N'hésite pas. Malgré tout, si vous connaissez la chaîne Stéphane, c'est la conservation et la transformation, c'est ou une passion, ou un engagement, ou un sacerdoce, parce que ça prend quand même du temps, ne serait-ce que ça. En plus de l'équipement, de la place pour le stocker, etc. C'est aussi beaucoup de temps. Donc effectivement, pendant le Covid, beaucoup de gens se sont mis, sans doute vous qui nous regardez aussi, à faire le jardin, à faire un peu plus de cuisine, etc. Donc on a aussi effectivement beaucoup de personnes qui sont venues vers nous pour faire plus de transformation, pour faire leur charcuterie, leurs conserves, leurs confitures, etc. Aujourd'hui, on voit bien que même en une période d'inflation, il y a une frange de la population qui veut faire attention à ce qu'elle mange, à ce qu'elle fait, et qui se dit pour économiser, je vais faire moi-même. Mais il faut être prêt à engager notamment du temps ou être passionné par ça. Et donc, moi j'estimerais en gros que c'est 5% des gens qui ont goûté, qui vraiment restent accrochés, comme beaucoup de choses. Il y a un engouement, il y a une envie. D'autres, c'est pas qu'ils n'ont pas forcément envie, mais voilà. Matériellement, il faut arriver aussi à avoir ce temps-là, cet espace. Il y en a qui gardent le goût pour le faire. Certains s'étaient mis beaucoup à faire le pain eux-mêmes. Il y en a qui encore, de temps en temps, une fois par mois, vont faire leur propre pain. Ou peut-être se dire, je vais aller chez un boulanger aussi qui fait son levain, qui a son propre pain qui est meilleur, plutôt que d'aller prendre la baguette à Leclerc. Si c'est déjà ça de gagner. Mais malgré tout, le plus gros des gens qui se sont mis à ce moment-là, c'était par l'opportunité, parce qu'ils avaient du temps. Et c'est clair que derrière, pour beaucoup, c'est retombé malgré tout. Vous avez vu la vague? Oui. Là, vous êtes dans le creux de la vague ou ça... Ah là, elle est redescendue, là, oui. C'est-à-dire que c'est une question d'organisation. C'est-à-dire qu'il faut effectivement voir un petit peu de temps. Et puis, il faut de la volonté pour bien s'organiser, pour s'équiper. Moi, je pense qu'on ne peut pas non plus espérer tout faire. C'est pas possible. On va faire certains items. Il y a des choses qu'on va faire, puis d'autres qu'on laissera tomber. À titre personnel, je ne fais pas de fumaison. Je fais pas. Il y a un certain nombre de choses que je ne fais pas. Mais l'intégrer dans un mode de vie, oui, pourquoi pas. Et je suis sûr que vous devez avoir quand même des clients fidèles qui s'équipent progressivement et qui font, un thème, et puis après peut-être un autre, et puis après encore un autre. Oui, heureusement, on a quand même des clients fidèles ou des vrais passionnés ou des gens qui sont vraiment engagés dans cette démarche aussi, de faire eux-mêmes, de savoir ce qu'ils consomment, de faire plus local et donc d'aller chercher les produits à la source, les transformer, etc. Et on vit grâce à eux, merci. Mais disons que même quand il y a, au moment du Covid, des grands engouements comme ça, derrière, le gros du soufflet retombe et voilà, il y a vraiment cette volonté et cette envie de faire qui doit être là assez forte pour que les gens s'engagent. Après, ça n'empêche pas aussi des usages occasionnels, parce que des fois, il y a quand même un côté sympa à faire quelque chose soi-même. On travaille quand même autour de la nourriture, donc il y a aussi le côté convivial, on fait ça avec des amis, on le partage, on est fiers de montrer ce qu'on a fait de nos propres mains, de le partager avec d'autres.
voilà, bon, on est en plus en France, quelque chose qu'on a autour d'une table, forcément, ça rapproche les gens et ça nous parle. Hein. Donc ça, c'est le côté vraiment très agréable de ce qu'on fait aussi. Et pour les gens qui fabriquent et qui transforment, il y a aussi cet aspect-là qui est vraiment pas négligeable de nos jours, quoi. Alors ça ressemble à ça, un site internet? Alors ça dépend, hein. Il y en a qui paraît que c'est dématérialisé complètement. Voilà, il y en a qui font du dropshipping et qui travaillent depuis un bureau avec des fournisseurs qui expédient à leur place, voire directement de Chine, etc. Nous, c'est vrai qu'on travaille avec des fournisseurs beaucoup français, européens. On stocke parce qu'on veut savoir ce qu'on met dans le colis de nos clients, tout mettre en même temps aussi, livrer une seule fois, c'est quand même plus agréable. Plutôt que d'attendre 3 livraisons pour une commande, pas très logique pour moi. C'est pas très développement durable, ça, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Donc voilà, on préfère stocker pour pouvoir répondre aussi aux besoins, aux demandes des clients et puis pouvoir faire face. On sert aussi, donc, je disais, quelques professionnels parfois. Donc s'ils veulent 20 pièces d'un bac ou autre et qu'on n'en a que 3 en stock, c'est un peu dommage, c'est difficile. Donc voilà, on essaye d'avoir quand même pas mal de stock. Donc, ils sont les gros pressoirs. Pour nous, c'est 4000 m². Et sur les pressoirs aussi, même sur les grosses pièces comme ça, on a du stock. Oui. On va aller voir. On peut aller voir ça. Allez, on y va. Vas-y, je te suis, je le laisse tourner. S'il y a d'autres choses que tu veux nous montrer, n'hésite pas. Hein. Alors attends, il va falloir. Je le fais sous J'ai 8000 références, donc je peux te les montrer. Alors la première. On va passer du temps, il faut prévoir quelques heures de plus. On verra ça une autre fois peut-être. Alors je me suis mis en mode automatique. Non, c'est bien, on voit bien. Non, puis c'est bien, ça permet quand même d'avoir une notion, parce que moi je vois un site web, alors peut-être que je dois être un des rares à me poser cette question, mais je me demande la logistique qu'il y a derrière tout ça. Vous êtes combien en tout chez Tom Press? On oscille entre 22 et 25 personnes selon les saisons et les périodes, quoi, hein, parce qu'on a une saisonnalité assez forte. Hein. La charcuterie ou les pressoirs, c'est pas toute l'année. Et oui. Voilà. Et puis là, on rentre justement dans la saison la plus faible, hein, parce qu'on ne fait plus rien au jardin, il n'y a plus trop de récoltes, donc il n'y a plus grand-chose à transformer. Donc voilà, là, ils sont un peu emballés, je ne sais pas si on les voit bien. Oui, on verra ça, bien. c'est le plus gros pressoir. Voilà. Sur les modèles mécaniques comme ça, c'est le plus gros qu'on propose. Un demi-mètre cube? C'est quasiment 500 litres de 500 volume, litres. C'est 477 je crois exactement, en volume, donc ce qui représente quasiment la même chose en pomme broyée ou en raisin foulé. Hein. C'est quel genre de clientèle qui peut acheter quelque chose comme ça? Je vois pas Jean-Michel au fin fond de Trouville qui a envie de faire 4 arbres de pommiers. Détrompe-toi. Alors pour 4 arbres, il va partir sur un modèle un peu plus petit, je vais lui conseiller en tout cas. Alors Jean-Michel, qui va en avoir un plus gros que son voisin. Mais là, c'est pratiquement du pro, ça, non? Mais alors, il ne faut pas croire, il y a tu disais Trouville, mais en tout cas, dans des régions comme la Normandie, la Bretagne, le Pays Basque, on trouve encore beaucoup de vergers, de pommes à cidre, et c'est des fois avec des grosses quantités. Alors après, ils se regroupent, il y a des fois des associations dans des villages, mais finalement, il y a beaucoup de villages qui ont leur association cidricole, etc. Ah, oui. Donc, ils peuvent facilement faire ça. Puis quelqu'un qui a un joli verger, une jolie propriété, et qui veut se faire plaisir en faisant de belles quantités, en général, il ne va pas faire ça tout seul. Je disais, c'est convivial. Hein. Donc, il fait venir la famille, les amis, ils récoltent, ils pressent, ils font du jus ou du cidre, voilà, beaucoup. Mais ça peut être aussi, après, voilà, on a toute taille. Hein. On va sur des modèles qui font moins de 5 litres de volume, jusqu'à du 500 litres comme ça. On peut faire des huiles avec ça aussi ou pas? Alors, pas celui-là. Hein. On peut les détourner pour faire un peu d'huile, mais il vaut mieux une vraie presse à huile parce que la pression exercée pour l'huile, en gros, est 4 à 5 fois plus forte que pour faire du jus. Donc on a des systèmes, parce que les presses à huile sont quand même beaucoup plus onéreuses, donc qui permettent malgré tout d'extraire l'huile sur base de pressoirs comme ceux-là. On préfère partir sur un modèle hydraulique parce que ce sera un peu moins pénible pour bien forcer, hein, parce que c'est quand même physique aussi si on veut forcer très fort. Et après sinon c'est les presses à huile. Alors là on ne voit pas bien parce que c'est emballé peut-être. On voit... Mais voilà, on voit sur un grand pressoir, on voit que si on est sur des disques là qui doivent faire 30 cm de diamètre ou 35, et on est sur un système là combiné avec un broyeur où on évite à plus de 3 000 ou 5 000 euros. Oui, et donc c'est pour ça qu'on essaye de faire des choses qu'on bricole avec un pressoir et un hachoir pour broyer et arriver à faire de l'huile quand même. Alors sur ces modèles, c'est intégré là. Il y a un broyeur intégré électrique. C'est quoi juste le nom ou la ref? J'essayerai d'intégrer une image si tu m'autorises, tu sais, pour que les gens le voient déballer en... Alors c'est Oli quelque chose. Sinon sur le site, de toute façon, il y a un matériel pour l'huile. Ok, je vais aller voir. Et en version familiale? Ouais, t'as un truc un peu plus...
un peu plus petit. Voilà, pour alors, pour l'huile ou non, pour les pommes. Et... Oui. Bon là, on est il y a vraiment toutes les tailles. Hein. Petit modèle. Regarde. Là, c'est vraiment très petit. Ah ouais, et ça, tu fais quoi avec? Alors ça va bien pour faire un petit peu de jus frais, parce que là, on va produire entre 2 et 3 litres de jus. Hein. Donc c'est pour du jus frais qu'on va consommer immédiatement, qu'on va garder 2-3 jours au réfrigérateur. Ou pour les apiculteurs aussi qui pressent la cire. Pour faire des pains de cire, récupérer les dernières gouttes de miel après l'extraction. Mais disons qu'on a toute la collection entre ça, et puis jusqu'au gros pressoir là, de 80 cm. Mais ça, tu vois, ces modèles-là, pour opérer, ce qui est très important, tu vois, c'est de les fixer au sol. Parce que même un modèle comme ça, on ne se rend pas compte. Hein, mais si vraiment on veut presser tout le potentiel du jus des pommes, il faut quand même pouvoir fixer les pieds. Et les trous, là, ils sont très importants. Il faut boulonner au sol. Hein. Ça, c'est préférable, effectivement. Les trous sont là pour ça, pour pouvoir mettre des goujons et les fixer, parce que ça va être beaucoup plus pratique. Et c'est vrai que si on veut bien presser et actionner le mécanisme assez fortement, il vaut mieux qu'il soit quand même bien stable et bien fixé. Ouais. Puis l'avantage aussi, tu vois, d'un appareil qui a cette taille-là, c'est que ça ne sert pas toute l'année. Tu peux le remiser dans une cabane, voire même le stocker démonté, ça prend pas trop de place. Et ensuite, l'opérer en le déplaçant, en le boulonnant au sol. Et puis, quand on a une campagne, on va venir presser et puis après, on le range. Quoi. Moi, je trouve que 100 litres, c'est un bon compromis. Stéphane, un jour, on t'avait vu le faire pour montrer la difficulté. Oui, elles sont en ligne, ces vidéos-là, oui. Ah, on te voyait tout rouge en train de tourner. Oui. On avait travaillé sur ce modèle-là, avec ce modèle-là. Et pour opérer, il fallait 2, tu vois, au niveau de la comment ça s'appelle, la barre, là. Un qui tire, l'autre qui pousse. Et puis, ça prend quand même beaucoup de temps parce que au fur et à mesure que tu descends, ça met en pression les pommes. Et puis, il y a un moment donné, tu ne peux plus cliquer. Tu es obligé d'attendre que le jus sorte. Et là, tu vas pouvoir redonner 1 ou 2 coups de cliquet. Et progressivement, comme ça, tu arrives à le faire descendre. Mais c'est vrai qu'un gros modèle comme ça, déjà, il faut avoir les pommes pour pouvoir le remplir. Oui, c'est sûr. Combien t'estimes à peu près? Il faut combien? 500 pommes, 200 pommes là, c'est un demi-mètre cube de pommes. Hein. Donc, c'est 400 kilos, à peu près 400 kilos de pommes. Hein. Donc, en nombre de pommes, ça dépend. Ouais, donc, si tu as 100 kilos par arbre, c'est 5 arbres pleins, quoi, déjà. Quand même, On a une seule fois. Parce que souvent aussi, des fois, il y a des clients qui me disent, voilà, j'ai 500 kilos de pommes, je veux un pressoir de 500 kilos. Souvent, on peut presser en 2, 3, voire 5 fois même, parce qu'il y en a qui font ça sur plusieurs week-ends dans la saison. Et donc souvent, 500 kilos, un pressoir qui fait entre 70 et 100 litres de volume va être suffisant. Hein. Et l'autre avantage aussi, c'est que en fait, les pommes, elles ne sont pas toutes mûres au même moment. Oui, donc on te dit 500 kilos, mais les pommes, elles ne sont pas forcément toutes prêtes à être pressées. Donc c'est vrai que si on a juste 500 kilos, il ne faut pas acheter un grand truc comme ça. À mon avis, c'est trop... Et puis ça se conserve quand même, donc notamment pour le cidre, en général, on les met à l'abri et on attend que les gelées passent. Donc on va souvent presser vers le mois de novembre, en tout cas pas avant octobre. Et donc on a le temps aussi de les ramasser et puis de le faire après, si on veut, sur plusieurs fois, plusieurs journées, sans problème. Messieurs, on a été assez bavards. On va faire un petit mot de la fin, chacun. Stéphane, tu peux nous parler, alors je sais sûrement parce que je sais qu'on a des abonnés en commun, est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle activité? J'ai vu que tu proposais certaines nouveautés. La grosse nouveauté 2022-2023, c'est que j'ai monté une pépinière d'arbres fruitiers. Et dans le cadre de cette activité, j'ai commencé à proposer à mes abonnés des arbres fruitiers de l'année dernière, de septembre à décembre. Alors il y a eu un très grand succès parce que j'ai pratiquement réussi à tout commercialiser. J'avais du figuier, du châtaignier, du noyer, du noisetier. Et cette année, je suis sur une gamme beaucoup plus complète puisque je vais rajouter des petits fruits comme par exemple le kiwi, le kiwai, certains groseilliers, cassissiers, etc. Je vais rajouter également des arbres qui seront greffés à partir des variétés que j'ai au jardin. Donc pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers. Et puis, je vais continuer bien sûr le figuier. J'ai préparé 600 boutures de figuier sur 20 variétés différentes. Donc, il y aura vraiment un choix intéressant
à partir du mois de septembre, j'espère, je croise les doigts, si le climat le permet et si effectivement j'arrive à les faire bien pousser. Donc tout ça, ça augure une bonne saison 2023, en tout cas j'espère. Et tu as encore le temps de partager des vidéos sur la clé des champs? Alors je fais des vidéos, je fais toujours des vidéos sur la clé des champs. Une chaîne où il y a quand même déjà au moins 30 ou 40% de vidéos sur tout le verger, mais je fais aussi d'autres vidéos sur d'autres thématiques, la transformation, l'aménagement de la maison, etc. Et en fait, ça reste quand même une chaîne généraliste, même si je parle beaucoup d'arbres fruitiers. Donc ça, je continue. Et je fais également des formations sur la création des vergers. Là, il va y avoir un cycle de formation qui va démarrer au mois de mars. J'ai d'autres projets dans les cartons, mais je n'ai pas l'habitude de les divulguer avant qu'ils soient bien avancés. Donc pour l'instant, voilà, il y a ces 3 activités-là et ça m'occupe déjà bien. Bon, on te réinvitera pour parler des futurs projets. Voilà. Merci Stéphane. Mickaël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, représenter Tom Press, combien de références et tout? Oui, on peut en faire un tour si vous voulez. Bon, voilà, Tom Press, donc, qui est une entreprise familiale, à peu près 8000 références pour le jardin, la conservation, la transformation alimentaire. Avant tout, je voudrais déjà vous remercier de votre visite, d'être venu. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci à toi et à l'équipe. Et merci aussi à tous les spectateurs pour nous avoir suivis. Et puis, je peux juste après encourager chacun, en tout cas, à essayer. On n'est pas obligé de se lancer dans des transformations énormes. Souvent, on a peur, on se dit que c'est compliqué, que ça va être difficile. Et c'est quand même en faisant et en essayant qu'on arrive à faire de belles choses. Et en général, on est assez fiers d'avoir réalisé quelque chose soi-même, fait maison. Donc, même si c'est du matériel que vous prenez chez Tom Press ou ailleurs, que vous trouvez sur un vide-grenier, en tout cas, je vous encourage à vous lancer, à essayer, à tester. S'il y a quelque chose qui vous fait envie, il ne faut pas hésiter. Voilà. Et en tout cas, nous, on est toujours là pour vous donner des conseils sur notre site, sur notre magazine, etc. On reste à votre disposition, à votre service. Merci beaucoup. Petite question, dernière question, j'aime bien des fois titiller. Toi, titre personnel, qu'est-ce que tu es fier de faire et que tu partages quand tu as des invités en transformation? Rien. Ouais, j'aime pas trop, je cuisine un peu comme ça. Et ce que je fais très facilement avec les enfants, c'est les sauces tomates. C'est vraiment très simple, ils sont toujours contents, c'est pratique en été, on le fait dehors en plus, c'est vraiment très simple. J'ai mon beau-frère qui nous demande depuis longtemps de faire des merguez avec lui, donc je dois m'y mettre aussi. Excellent. Donc voilà, ce sera peut-être la prochaine étape. Voilà. Écoute, à filmer, ça aussi c'est pas mal. Messieurs, merci beaucoup. Merci Brian. Merci à toi. À très bientôt.